Chers parents, ne culpabilisez pas parce que vous êtes les meilleurs du monde. Votre patience est mise à rude épreuve. Cette impression que vous avez tout raté, le stress d'apporter le meilleur pour vous faire envoyer balader, vous sentir dépassé, ringard, jugé, au moindre conseil, à la petite phrase anodine vécue comme une injonction. On dit que vous êtes gênant si par malheur vous osez chantonner dans la voiture ou si vous portez un pull un peu coloré. En bref, on frôle la dictature. Pendant ce temps, en terre adolescente, on vit sa meilleure vie. Bien sûr, la réalité est tout autre. Cette période est instable, à durée variable, plus ou moins bien vécue, amorcée, appréhendée. C'est aussi, malgré les apparences trompeuses, une effrayante période de solitude, coincée entre la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte, entre soif d'indépendance et peur de se planter, de décevoir, de se plaire, mais très souvent de se déplaire. Je vous propose de partir en terre inconnue, au pays des adolescents. Je m'appelle Marilyn, j'ai 47 ans, j'ai une fille Julia qui a 23 ans. J'ai fait mon pèlerinage en terre adolescente lorsque j'ai pris un poste de vie scolaire au sein d'une grande structure de 1200 élèves de la 6e à la 3e. Très vite, je me suis sentie à l'aise dans ce vivier de jeunes. Durant 7 ans, je les ai aidés, aimés, confrontés, grondés, consolés, boostés, orientés, accompagnés et même parfois raccompagnés. J'ai été leur porte-parole auprès des adultes et le décodeur de pas mal de situations. Avec eux, j'ai découvert que la pédagogie ne fait pas tout, loin de là, qu'on peut être brillant et ne pas dépasser les 5 de moyenne, qu'on peut tout avoir appris par cœur et se saboter pour un mauvais regard dans les couloirs, qu'on peut s'échapper du collège pour un t-shirt taché à la cantine et craindre les moqueries de l'après-midi, ou encore que les critères de séduction ont vraiment bien changé. Que souvent, ils sont seuls à la maison quand ils se lèvent et même lorsqu'ils se couchent. Qu'un simple « ça va » peut éclairer une journée et que ce même « ça va » risque de déclencher une guerre. Qu'ils rient quand ils ont envie de pleurer et s'insultent pour exprimer leur gratitude. Dans ce laboratoire d'expertise improvisé, j'ai vécu des drames et des merveilles. J'ai tellement ri, d'eux et avec eux. Mais je me suis essentiellement formée à eux. J'ai appris leurs codes, leurs paradoxes et leur fonctionnement. Je n'ai pas essayé de coloniser leur territoire, mais plutôt de me fondre dans leur paysage pour mieux les appréhender et les guider. Ces humains en devenir, pleins d'espoir et de doutes, à la fois méfiants et si candides, bien jeunes et souvent déçus de tout, des adultes en général, trop exigeants et beaucoup trop injustes envers eux. Ces jeunes ont une forme de génie, croyez-moi, parfois de génie maléfique, toute une intelligence mise au service du mal, comme je leur répète souvent. Des stratagèmes, des petits mythos, des mensonges plus gros qu'eux, des mauvais coups et de très bons coups parfois, une solidarité sans faille ou un écart de loyauté, des rumeurs, des ragots, ou encore mettre 30 minutes à écrire des antisèches au lieu d'apprendre sa leçon et bien sûr se faire attraper, bref, un quotidien trépidant. Toujours pas rassasié de ces monstres gentils, j'ai poursuivi mes expériences en me focalisant plutôt sur la rupture scolaire, la phobie, les troubles de l'apprentissage, les enfants précoces et l'hypersensibilité. À savoir que tout ce qui fonctionne avec les enfants atypiques marche avec les autres, c'est plutôt le contraire qui coince. J'ai ainsi passé 3 ans au sein de l'association Zebra, qui est la seule structure en France à accueillir des enfants précoces en rupture avec la scolarité, où nous avons, en plus des activités proposées, créé une scolarité adaptée comme une forme de convalescence pédagogique. Par la suite, j'ai fondé mes propres structures qui s'appellent Partage, Cadre, Bienveillance, où nous accueillons des profils de jeunes particuliers qui ne sont pas adaptés à l'école classique, mais ne vont pas particulièrement mal, ou dont les plannings sportifs ou artistiques sont incompatibles avec l'institution. Enfin, depuis 8 ans, avec mon associé, qui est un homme, nous avons créé un cabinet de guidance parentale où, en regard croisé, mixte sur des thérapies brèves de 4 séances, nous accompagnons des familles à retrouver un peu de sérénité quand c'est le chaos. Ainsi, forte de mon expérience, je vous propose à travers des situations anodines du quotidien de décrypter ce qui se cache derrière la réflexion adolescente, car, et je le concède ici, ce n'est pas toujours évident à croire, mais ces jeunes réfléchissent, et même assez rapidement, pour mener leur petit monde en bateau. Épisode 9. Les jeunes, l'amitié et l'amour toxique et l'emprise. Si je vous raconte que le petit copain d'une de nos élèves de collège lui a assigné un gardien, oui, vous entendez bien, un gardien, c'est-à-dire un pote à lui qui la surveille à la cantine pour qu'elle ne parle à personne pendant que lui il joue au foot. Vous n'allez pas me croire. Et pourtant c'est vrai. Ou encore qu'un jeune de 17 ans qu'on accompagne est obligé de donner sa localisation à sa copine, sinon elle menace de se suicider dès qu'elle le perd de vue. J'évoque aussi une jeune fille,
dont la meilleure amie au tempérament fragile la force à se scarifier en même temps qu'elle au nom de leur amitié inconditionnelle. Et pour finir, mais j'aurai des exemples à n'en plus finir, ce coach de natation de 35 ans qui demande à sa nageuse de 14 de lui envoyer son poids quotidiennement à 5 heures du matin et une photo d'elle en maillot de bain, au motif de pouvoir surveiller si son corps s'épaissit. La jeune fille est en séance chez nous à cause d'un décrochage scolaire. Elle vient avec ses parents, qui, ma foi, ne trouvent pas ça si grave. Il s'occupe tellement bien d'elle, ce coach, si vous le dites. Pendant l'écriture de cet épisode, je suis tombée par hasard sur un documentaire du journaliste Martin Weil sur l'emprise des coachs de virilité sur les réseaux, qui rallient à leur cause psychologique et financière, bien sûr, des ados garçons en mal-être physique et en vantant le visage et le corps parfait. Le documentaire donne la nausée. Des vidéos où des gourous incitent les jeunes à se donner des petits coups de marteau sur les pommettes pour les rendre plus saillantes, ou à dormir avec un morceau de scotch sur la bouche, et donc respirer par le nez, pour élargir ses narines. Il paraît que c'est plus esthétique. Ou encore, à se gaver de compléments alimentaires sans aucun avis médical, pouvant ruiner le métabolisme des jeunes en construction. Les ados qui ne parviennent pas au résultat se font littéralement molester par les 10 coachs. Mais ils se connectent à leur compte, encore et toujours plus nombreux, à coups d'abonnement et conseils à 50 €. Le slogan « Deviens ce que tu veux être ». Lors des témoignages des jeunes victimes, car oui, je trouve que ce sont des victimes bien sûr, on s'aperçoit que leur parcours est semé de doutes, de manque de confiance et d'estime de soi, de rejet des filles en général, très souvent de harcèlement scolaire. Mais le pire, c'est que les fameux coachs gourous racontent avoir été dans cet état à l'adolescence. Du coup, ça rassure les jeunes. L'un d'eux se confie. Oui, Walter, il est comme nous, il a souffert, il sait comment il faut faire, il nous comprend. Il vous comprend, mais il monnaie sa prestation 100 € de l'heure et vous insulte. Une bienveillance toute relative, mais une emprise certaine sur ces jeunes un peu perdus. L'emprise psychologique est un processus d'influence contraignante par lequel un individu amène une autre personne à se soumettre, à douter d'elle-même, voire à perdre toute possibilité d'agir selon sa volonté. La victime, enfermée dans sa souffrance, rencontre des difficultés à identifier cette forme de domination, et quelle meilleure proie que les adolescents et les adolescentes pour succomber. Cerveau en construction, doute, sensibilité, crainte du rejet, du regard de l'autre, besoin d'appartenance, de plaire, de satisfaire, complexité à faire des choix, hormones en ébullition, manque de confiance et d'estime de soi, c'est le cocktail de la parfaite vulnérabilité, de la parfaite crédulité, de la victime parfaite, filles et garçons confondus. Il existe de multiples formes d'emprise chez les jeunes. Familiale, on le remarque souvent lors de la séparation des parents, amicale, appelée amitié toxique, amoureuse ou encore scolaire, lorsqu'un ou une enseignante amène ses élèves à des réflexions ou des actes un peu limites, dira-t-on, voire carrément déplacés, ou jette son dévolu intellectuel, dans le meilleur des cas, sur un ou une élève en particulier. Si le harcèlement scolaire est plutôt collectif, plusieurs bourreaux sur un ou une élève, l'emprise est individuelle, parfaite dualité, du 1 contre 1. La manipulation n'aime pas la concurrence. Dans un environnement sécurisé, quelle ironie, où en général il n'y a pas de témoin. On parle du secret de l'emprise, ne pas divulguer, dire que c'est secret, faire de ça ou ses victimes des initiés, des alliés, des personnes spéciales. Tu vois, cette amitié, elle ne peut exister qu'entre nous deux. Les jeunes en raffolent, ce sentiment d'être unique. D'autre part, si les harceleurs se fichent d'être détestés, les autres, les manipulateurs, adorent être aimés, adulés, admirés. Toutes les victimes d'emprise sont sous le charme de leur bourreau, car elles se sentent privilégiés au départ, et très souvent lorsque le poteau rose est découvert, les jeunes ont du mal à reconnaître qu'ils ont été abusés et que finalement, ils n'étaient qu'un ou une parmi tant d'autres, c'est ça qui leur fait le plus de mal. Pour un adolescent ou une adolescente sensible, le sentiment d'exclusivité est un shoot d'adrénaline qu'on ne cesse de rechercher encore et encore, qui les fait tomber de plus haut et replonger à l'infini. Le besoin d'être aimé à cet âge est plus addictif que de la drogue dure. Les empriseurs et les empriseuses, j'ai inventé ce terme car à l'oreille, il me fait penser à emprisonner. Et du coup, ça va parfaitement bien avec le thème. Donc les empriseurs se satisfont de la toute-puissance du pouvoir qu'ils ont sur l'autre, c'est galvanisant, ça gonfle l'ego de mettre l'autre à sa merci et de le rabaisser sans cesse. Quand je discute avec une d'elles sur le pourquoi, elle ne sait pas me répondre. Mais quand je lui demande comment elle s'y prend, c'est très limpide. Si ça marche 1 ou 2 fois, je continue. Si la personne dit rien, c'est qu'elle est faible. Et Paul, tout le monde sait très bien qu'il est faible. Tu lui dis un truc, il pleure direct. C'est trop drôle.
Autre exemple d'une jeune fille que j'accompagne et dont les parents m'ont alertée. Oh là là, si Justine me voit habillée comme ça, elle va crier. Mais qui est Justine? C'est ma meilleure amie, elle s'occupe de mon look. Et si je fais pas ce qu'elle dit, elle me dit des trucs pour me booster. Du genre que je suis trop laide et que personne voudra sortir avec moi, que je suis nulle, que j'ai pas de goût. Mais elle le dit pas devant tout le monde, hein, que quand on est toutes les deux. Elle m'aime trop pour me faire remarquer. Ah ben ouais, c'est sûr qu'elle t'aime trop, Justine. Mais tu penses que c'est normal cette relation? Ben, je pense oui, quand on aime les gens, on veut les aider. Et puis, j'ai plus qu'elle comme amie. Toutes les autres sont nulles, comme dit Justine. Elle préfère qu'on reste que toutes les deux. J'imagine bien pourquoi. Le propre de l'emprise, de l'amitié toxique dans ce cas, c'est d'isoler, de mettre les autres à distance, le groupe de potes, les camarades, de procéder à l'isolement total de sa victime. Mais dans quel but? Puisqu'à l'adolescence, le maître mot, c'est les potes. Eh bien, parce que les empriseurs et les empriseuses redoutent, eux aussi, la solitude. Ils sont malheureux et ils n'ont pas confiance en eux. Alors ils se créent un ou une amie, comme un doudou, pour être partout avec eux et avec eux seuls. Je ne sais pas exactement si c'est bien conscient. Je dirais que l'élaboration du processus l'est, mais que la cause ne l'est pas. Les jeunes ne sont pas les champions du recul, et surtout n'ont aucune maîtrise des conséquences. À l'adolescence, tout le monde a peur d'être seul, car être seul égale être un cassos. Et l'adage « mieux vaut être mal accompagné que seul » prend tout son sens à cette période. Un véritable cercle vicieux de la codépendance, créant chez certains ou certaines des sentiments déséquilibrés. Mais alors, qu'est-ce qui crée le déséquilibre? Un seul mot, ou plutôt deux. Sensibilité et empathie. Mais c'est l'empathie, ou plutôt le manque d'empathie qui l'emporte, car c'est un caractère plus subtil que la sensibilité. En effet, quelle différence entre une victime et un empriseur? Eh bien, d'un côté, le fait de ne pas vouloir faire de peine, ne pas blesser, d'encaisser les coups, trouver des excuses à l'autre, culpabiliser même dans certains cas. Ce qu'un empriseur n'est pas capable de faire car dénué lui ou elle de toute empathie, zéro émotion. Un jeune que nous suivons et qui s'est retrouvé sous le joug d'un empriseur a préféré dire qu'il était malade et rater le carnaval de son village, qui est la fête de l'année chez eux, pour ne pas faire de peine à son ami, qui voulait à tout prix qu'ils aient le même déguisement, alors que lui préférait se déguiser autrement, et qui lui envoyait tout l'après-midi des messages menaçants. Ce jeune que nous connaissons bien a pourtant un caractère bien trempé d'habitude. Mais allez savoir avec cette empathie ce qui s'est passé. Alors cette situation peut paraître futile, mais elle décrit bien ce système de l'emprise et de la culpabilité. Dans le film Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, deux amis d'enfance d'environ 17 ans sont un peu désœuvrés dans un village perdu. Ils traînent. L'un des deux a l'ascendant sur l'autre. Ils le maltraitent même. Mais ils sont amis, ils traversent les galères, jusqu'à l'arrivée d'une fille qui fait remarquer à la victime cette amitié toxique. Réponse de l'intéressé, mais au moins on est ensemble. Argument implacable. Dans la même lignée, le film de Mélanie Laurent, Respire, relate l'emprise qu'a pu avoir Charlie, 16 ans, belle, insolente, audacieuse, sur Sarah. Jeune fille brillante, discrète, jolie, sportive. Elle l'encense au départ, puis l'isole. La maltraite psychologiquement et physiquement, sous couvert de lui faire découvrir la vie, et la fait passer pour folle, jusqu'à la vraie folie. Bienvenue dans la fabrique de l'emprise, sous la forme de l'amitié toxique. Mais l'amour aussi peut prendre la forme de l'emprise chez les ados, et plus que quiconque, les jeunes sont exposés. Ce sont les premiers émois amoureux, les premières vraies histoires, celles qui comptent, celles qui marquent, celles où il n'y a pas le recul nécessaire pour établir le bien et le mal. C'est tellement bon d'être amoureux ou d'être amoureuse à cet âge-là. On se sent pousser des ailes, et on accepte souvent des choses par amour. Car c'est par amour, justement. Les empriseurs et les empriseuses amoureux sont redoutables, prêts à tout pour être aimés et être bien les seuls à l'être. Les victimes sont nourries dans leur sensibilité, prêtes à tout pour être aimées et être bien les seuls à l'être. Donc en réalité, tout le monde cherche la même chose. On peut penser que oui. Sauf que les bourreaux sont des êtres jaloux, possessifs, réclamant un amour exclusif et inconditionnel, n'ayant pas eux-mêmes conscience de ces travers-là. Une jeune fille me raconte, fière d'elle, que son premier petit copain avait passé tout un réveillon de Noël dans sa voiture devant chez elle pour surveiller les cadeaux qu'elle recevait et qu'elle ne sorte pas. Il lui a envoyé plus de 200 messages pour qu'elle le rejoigne. Alors, quand je lui demande si elle ne trouve pas ça un peu excessif, elle me répond « Mais non, c'est trop bien, il m'aime à la folie. » Bah oui, on va retenir folie du coup. Ou un jeune garçon qui arrive en séance le bras couvert de bleu. Je lui demande s'il s'est battu et me répond que non, c'est sa copine qui lui a fait ça parce qu'elle exige qu'il ait des marques d'elle comme des preuves d'un amour inconditionnel. Il paraît que sur les réseaux, des vidéos font un carton de à qui montrera la plus grande preuve d'amour et d'emprise de son copain ou de sa copine chez les adolescents. Bizarrement, je reçois plus de victimes que d'empriseurs. Quel dommage,
J'aurai 2 ou 3 mots à leur dire sur leur psychologie perverse, mais aussi souvent sur leur évident syndrome de l'abandon, ou comment enfermer mon amoureux ou mon amoureuse pour être sûr qu'il ou elle ne me laisse pas tout seul, ou comme j'ai pu le ressentir lorsque j'étais plus petit ou plus petite. Beaucoup de choses relevant de la relation toxique ou de l'emprise viennent de l'abandon, de la peur de l'abandon. Chez l'empriseur, mais aussi chez les victimes. Et c'est pour cela que les jeunes sont souvent dévastés après certaines histoires, car la codépendance dont on parlait tout à l'heure est elle-même toxique. On dit souvent qu'on est toxique à deux. D'abord parce que la victime ne peut pas dire stop, car elle aime et veut être aimée, et que l'empriseur ne peut pas s'arrêter, car il ou elle l'aime et veut être aimé. Insoluble chez ces ados au cerveau en chantier. On a vu que l'emprise et la relation toxique s'invitent aussi dans la sphère adolescente, et que dans la plupart des cas, les deux protagonistes ont le même âge, et que souvent personne n'est réellement conscient du mal, des conséquences et des traumas qui en découlent. Mais je ne peux pas clôturer cet épisode sans évoquer les empriseurs et les empriseuses adultes, qui jettent leur dévolu sur des adolescents ou des adolescentes ou de très jeunes adultes entre 18 et 22 ans, ou à peine plus. Car ces bourreaux, à l'inverse, sont parfaitement conscients de leurs actes. Ils élaborent des stratégies de manipulation, appâtant leurs victimes avec du miel, de la douceur, leur donnant un sentiment d'être unique, à part, qu'il ou elle a été choisi par lui ou elle. Manipulent parfois, souvent même les parents, qui adorent cette nouvelle personne, qui vantent les qualités exceptionnelles de leurs adolescents. Et soudain, le piège se referme, l'enfer commence, mais il est trop tard, car les victimes sont éperdument amoureuses, à 12, à 15, à 18, à 22, des empriseurs ou des empriseuses adultes. Ils ne voient plus que par eux, sont prêts à tout pour finalement des miettes, elles excusent tout, passent sur tout, sont violentées souvent, perdent confiance et dignité, sont parfaitement isolées désormais par leur maître à penser. Certaines victimes s'autodétruisent pour un empriseur ou une empriseuse dénuée de toute empathie, car tout est calculé au millimètre. Ce sont tous les visages, des enseignants souvent, des coachs de sport, ou encore des intellectuels suscitant l'admiration des uns et des autres. Il faut être flamboyant, charismatique, intelligent ou intelligente pour être un adulte empriseur auprès des adolescents. Car souvent, ils n'apprécient pas les adultes à cet âge-là et les rejettent plutôt. Ces derniers temps, j'ai lu pas mal de littérature à ce propos et je me suis servi des histoires racontées pour dresser ces portraits. Les empriseurs que je viens de définir, mais aussi les victimes. Car je crois bien qu'il y a un profil de victime que les empriseurs connaissent parfaitement, maîtrisent à la perfection et enrôlent dans leur toile comme des araignées. Souvent, les victimes ont un parent ou les deux défaillants, des papas absents, grande chance pour les empriseurs hommes, ou connaissent des violences familiales, ou ont des familles qui ne se parlent guère, ou sont pudiques, ou ont peur du regard des voisins et de l'entourage, ont subi un choc dans leur enfance, ont reçu une éducation particulièrement stricte, générant un grand manque de confiance ou d'estime de soi, et ce bien sûr, dans toutes les classes de la société. Toutes ces failles font un terreau exceptionnel pour les bourreaux qui laissent leurs victimes KO au sens figuré, et parfois au sens propre, trop souvent au sens propre. Les excellents ouvrages qui m'ont servi de support sont Jouer le jeu de Fatima Daas, La bonne mère de Matilda Di Matteo, La nuit au cœur de Natasha Apana, Fox de Joyce Carl Oates, et qui évoquent tous l'emprise sur les adolescents ou des jeunes adultes. Mais lorsque ça bascule, car bien souvent ça bascule, les victimes d'empriseurs ne l'ont pas vu venir jusqu'à la phase d'alerte, la fameuse alarme incendie dans le cerveau comme un danger de mort imminente, encore plus vif à l'adolescence. Inconsciemment, les victimes d'empriseurs ont peur d'eux. Sous couvert d'amour, d'admiration, d'affect inconditionnel à sens unique bien sûr, il y a réellement de la terreur, et ça nous arrivons à le percevoir mais souvent longtemps après. Il ou elle se laisse faire à cause d'une peur animale du loup et de l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure, les empriseurs ont de très bonnes raisons. Les relations toxiques ont toujours existé, et les victimes sont multiples. Encore une fois, les téléphones et les réseaux renforcent l'emprise car elle peut s'infiltrer à l'infini, et même par des inconnus, via les messageries, ne laissant aucun répit. Alors, chers parents, encore une fois, vous serez souvent les derniers informés. Mais il y a quand même quelques signes. Si un de vos ados ne parle plus que d'une personne, de son âge ou un adulte, change d'apparence physique, devient un peu obsessionnel sur des idées, s'éloigne de ses amis habituels. Si une personne dont vous n'avez que peu entendu parler est souvent chez vous, semble ne pas avoir trop de contraintes familiales, entre dans votre foyer de manière un peu rapide, est très à l'aise, s'invite dans vos conversations, vous flatte. Parlez-en avec votre ado, ne craignez pas d'en discuter.
Il ou elle, bien sûr, va vous envoyer balader, mais c'est pas grave, ce sera entendu. Et pour finir, et je prends l'entière responsabilité de dire cette phrase, si de manière totalement irrationnelle, sans pouvoir l'expliquer, vous ne sentez pas cette nouvelle relation de votre enfant ou de votre ado, écoutez-vous, car vous avez l'expérience et ce qu'on appelle le 6e sens du parent qui se trompe finalement pas si souvent. Ce n'est pas du jugement de valeur, ni du délit de faciès, c'est de la vigilance. Regardons nos enfants, écoutons-les, soyons attentifs à eux, prenons-les au sérieux, soyons présents sans être oppressants, mais soyons présents. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve le vendredi 9 janvier pour un épisode sur les ados et les troubles de l'apprentissage. Et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt. These days